Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Salut, et ben moi c'est Ombeline, je suis maman d'un petit garçon de presque 4 ans et demi et je travaille dans l'influence, dans la création de contenu. Voilà, et j'ai bientôt 25 ans. Ok, parfait, très belle présentation. Alors, première question qui nous met directement dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était un projet, quelque chose qui te faisait peur, quelque chose qui te donnait envie? Alors moi j'étais plutôt dans le contraire, c'est-à-dire que avant de tomber enceinte, j'ai toujours été traumatisée de l'accouchement. J'avais extrêmement peur d'une grossesse parce que j'avais extrêmement peur d'accoucher. J'ai toujours Ok. été hyper sensible à tout ce qui est maux de ventre, donc je me suis dit des contractions, je vais mourir. Et finalement, le jour où je suis tombée enceinte, parce que c'était une grossesse surprise et que j'avais décidé de poursuivre la grossesse, je n'ai plus jamais eu peur de l'accouchement. C'est très Ok. bizarre. Alors que normalement, moi, de ce que j'ai entendu des témoignages, c'est plutôt l'inverse. T'as pas forcément peur tant que ça t'arrive pas. Et quand tu tombes enceinte, tu commences à te poser des questions. Moi, à partir du moment où je savais que bah, il était rentré, que j'allais le garder, qu'il allait devoir sortir, ça ne m'a plus jamais traversé l'esprit. Ok. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais bon, du coup, après, chacun gère comme, comme il peut. Ok, d'accord. Donc du coup, bah, comment s'est passée ta grossesse? Donc, grossesse surprise. Est-ce que tu l'as quand même bien vécue? Alors, moi, j'ai eu deux grossesses surprises à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais tombée enceinte un an auparavant. J'avais fait un IVG parce que c'était ni la bonne personne ni le bon moment. Et le fait est que je suis tombée un an enceinte, un an jour pour jour après la grossesse de l'année d'avant. Je sais pas si ça Ok, c'est clair. Mais c'est en ta gros, je suis période, tombée quoi. enceinte. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis tombée enceinte le 24 février 2018 et bon, j'ai fait un IVG et j'ai su que j'étais enceinte de mon fils le 24 février 2019. Donc Ok. vraiment, le 24 février, maintenant, je l'attends à chaque fois en me disant ce qui va me tomber dessus. Et donc, j'avais 19 ans quand je suis tombée enceinte. Vu que je sortais d'un IVG quelques mois auparavant, je pensais être capable de refaire un IVG parce que je savais aussi que c'était pas forcément le bon moment. Et j'avais pris les rendez-vous pour un IVG et finalement, j'ai annulé au dernier moment parce que vraiment, je me sentais pas capable. Et donc voilà, un petit peu compliqué à se mettre en place la grossesse. Les 3 premiers mois, j'étais extrêmement malade. En parallèle de ça, j'étais encore dans mes études puisque j'avais 19 ans. Je passais mon BTS au CNED, donc j'avais des examens à faire assez régulièrement. Je devais travailler, mais je passais mon temps à vomir. Donc c'était pas forcément évident. En tout cas, la mise en place de cette grossesse, une fois que j'avais décidé de la poursuivre, ça a déjà été psychologiquement quelque chose. Il y a plusieurs fois où je me suis dit je vais avorter juste par rapport aux douleurs du premier trimestre, tellement j'en pouvais plus. Ouais, ok. Donc, la mise en place a été compliquée. D'accord. Et une fois le cap du premier trimestre franchi, est-ce que tu as déjà senti une diminution de tes symptômes? Et puis du coup, est-ce que ça allait mieux aussi au niveau de l'acceptation? Et bah, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où pendant toute ma grossesse, j'ai pas forcément eu le souvenir de vraiment tisser des liens avec mon fils pendant que j'étais enceinte. Le papa de mon enfant, lui, était très connecté à notre fils. C'est-à-dire que Ok. tous les jours, dès qu'il rentrait du travail, il lui parlait les mains sur mon ventre pendant des heures, etc. Moi, j'avais beaucoup plus de mal avec ça, mais parce que je pense que l'annonce de la grossesse n'était pas évidente, la situation dans laquelle on était, etc. Ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble, on était plus en vue de se séparer que de rester ensemble. Donc, Ok. je savais que tout ça, je pense que inconsciemment, ça a joué beaucoup sur cette grossesse. Et j'en ai assez ouvertement parlé sur mes réseaux. C'est vrai que je ne ressentais ni des bonnes choses ni des mauvaises choses pour mon fils pendant que j'étais enceinte. J'avais l'impression d'être vraiment neutre. Après, pour le coup, j'ai beaucoup mieux vécu le reste de la grossesse. Ça n'a pas forcément tout le temps été évident. J'ai été alitée quelques semaines, j'ai fait pas mal de contrôles, etc. Mais on va dire que le deuxième et le troisième trimestre étaient plus simples à gérer que le premier, quoi. Il y avait moins Ouais. de douleurs. Ok. Et du coup, tu as été alitée pour quelle raison? Il y avait des problèmes au niveau du bébé ou de toi? C'était un alitement qui n'aurait pas dû être mis en place. Ok, Voilà. super. Et ouais, c'était une erreur du gynéco qui m'a
vu ce jour-là, c'est qu'en fait, il a mesuré mon col et il m'a dit, oula, votre col, il a beaucoup trop descendu. Je pense que j'étais à la moitié de ma grossesse, parce que c'était pendant l'été. Et on m'a dit, oula, mais si vous descendez en dessous de 25 millimètres, on doit vous hospitaliser jusqu'à le reste de votre grossesse, il faut rester alité, etc. Et donc, j'ai annulé tout ce que j'avais prévu pendant ces 2, 3 semaines-là. Et j'arrêtais pas de dire au père de mon fils, je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'on aille refaire contrôler par la sage-femme qui me suit, parce que c'était un contrôle à l'hôpital qui avait été fait assez rapidement. Et je lui ai dit, je sais pas, il faut qu'on aille recontrôler parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a Ça un va. mauvais contrôle. Et Ouais. en fait, effectivement, on allait recontrôler par ma sage-femme qui me suivait et mon col n'avait absolument pas bougé. Enfin, de 1 ou 2 millimètres, mais je crois que j'étais peut-être passé de 40 millimètres à 36 millimètres, quoi. Ouais, donc Donc, c'était quand même large. voilà, il n'y avait absolument pas de raison d'alitement. Elle m'a dit, mais mon Dieu, continuez à vivre, il n'y a absolument aucun souci. Et pour le coup, j'ai bien fait de m'écouter, mais j'ai quand même été alitée pendant ces 2, 3 semaines-là. Et Ouais. c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partager sur les réseaux parce que quand j'ai été alitée, je me suis dit, oulala, si je dois tenir encore 3, 4 mois, enfin même plus, 5 mois sans rien faire, ça va être très très long. Parce que pour le coup, l'alitement, les 2, 3 semaines où je l'ai été, je m'y suis vraiment tenue. C'est-à-dire que je me levais vraiment que pour me doucher et aller aux toilettes. Quand je prenais ma douche, j'étais assise. Enfin, je m'y suis vraiment tenue parce que Oui, je voulais t'as pas. vraiment fait sérieusement, quoi. C'est ça, je voulais pas qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Et j'ai annulé plein de trucs que j'avais prévus, etc. Et ma mère m'avait ramené, pour l'anecdote, moi je suis pas du tout quelqu'un de patiente, je suis pas du tout quelqu'un de manuel. Elle m'avait ramené de quoi faire du crochet. Je lui dis, tu vas être sympa, mais ça va me durer 1 heure avant que ça me gonfle. Et je sais même pas si je suis allée au bout des 1 heure de ce crochet-là. Crochet ou de la broderie ou un truc comme ça, j'étais en mode non, non, mais c'est pas possible. Et du coup, je me suis mise à partager à ce moment-là sur les réseaux. Et, euh, et voilà, je suis contente pour le coup de m'avoir fait confiance et d'être allée recontrôler parce que sinon, j'aurais passé tout le reste de ma grossesse alitée alors que c'était pas nécessaire, quoi. Oui, c'est sûr que c'est quand même assez dommage, quoi. Surtout quand tout va bien. Au contraire, il faut vivre, profiter C'est des ça. derniers mois pas maman. C'était mes derniers mois en étant qu'une jeune femme, donc je comptais bien faire d'autres choses que de rester dans mon lit toute la journée, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok, et donc passer cette petite peur n'avait pas lieu d'être, tout se passait bien du coup. Ouais, globalement, ça allait bien. J'avais quelques soucis, mais de grossesse classique, de l'anémie, du fer à prendre, des contrôles à faire parce que mon bébé était trop gros, donc il fallait revérifier. J'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir quand même énormément d'échographies parce que ma sage-femme était aussi échographiste. Donc à chaque rendez-vous, j'avais des échographies, j'entendais le cœur, je le voyais, etc. Donc c'était quand même pas mal. Et globalement, j'avais des contractions quand même assez régulièrement dans ma grossesse, mais on s'est toujours rendu compte que les contractions n'avaient absolument jamais agi sur mon col. Ce qui Ouais. impressionnait vachement la sage-femme, parce qu'elle disait, mais là, je le sens. Et avec la sonde, elle disait, je sens que vous avez une contraction, votre col ne bouge pas d'un poil. Ah Donc, ouais, ok. elle m'a dit assez rapidement, à 36 semaines, elle m'a même pas dit 37, elle m'a dit 36 semaines, vous allez commencer à vous bouger, sinon vous allez faire du post-terme. Ok. Ok, et donc du coup, t'as fait quoi pour te bouger à ce moment-là? Et bah alors, je me suis laissée. Alors, moi, dans ma tête, j'ai fonctionné par palier. Dans ma grossesse, je pense que j'avais besoin de ça. Donc, il y avait le seuil des 22 ou des 24 semaines, je crois, pour me dire qu'il était officiellement déclarable et qu'il allait Ouais. exister, même s'il arrive quelque chose. Après, le seuil des 32, des 34, etc. Et je m'étais fixée après le seuil des 37 en me disant, après, je fais tout le ménage, tout ce qui existe, tout ce qui est possible pour qu'il sorte. Et parce que j'ai pas détesté ma grossesse, mais je l'ai pas adoré non plus, quoi. J'ai pas forcément aimé ce truc d'être enceinte, etc. Il me donnait des coups dans les côtes, ça faisait super mal, je pense, comme beaucoup de femmes. Et donc, quand elle m'a donné le feu à 36 semaines, j'ai passé littéralement 4 semaines à prendre les dodanes, parce qu'on m'avait dit quand tu es en voiture que tu prends les dodanes, ça aide. Ah, bah j'en ai pris des dodanes. Toutes les routes possibles et imaginables, j'allais marcher pendant plusieurs heures tous les jours. Je faisais le ménage de fond en comble, le coin, des poussières, des fenêtres dans tous les sens. Je pense qu'il y a parfois, j'ai même pris des risques parce que j'étais toute seule à la maison. Je me mettais en hauteur sur des tables pour essayer de nettoyer des trucs. J'ai essayé même la méthode à l'italienne, etc. Mais franchement, il n'avait pas envie, quoi. Ouais, Je pense que super. lui, il avait signé pour 9 mois, il allait rester jusqu'aux 9 mois. Ouais, ton col était vraiment fermé, fermé, quoi. Il a dit non, non, c'est C'est bon, je ça. reste à l'intérieur, je suis bien. Laissez-moi tranquille. C'est ça, il avait son petit 2 pièces à l'intérieur, son petit jacuzzi, il n'y avait pas de raison qu'il ait envie de sortir. Ouais, parce qu'il avait pas raison, hein, franchement. Franchement, je pense que moi, avec ma mère, m'a dit que j'avais fait la même chose et j'ai 2 sœurs. Donc, les 3 filles de ma mère, on a toutes les 3 fait du post-terme. Ok, On est ouais, donc c'est de les pires. famille. Ouais, c'est ça.
Ok, et du coup, comment ça s'est déclenché au final? Parce qu'il a bien fini par naître un jour. Heureusement, on reconnaît. Nous, déjà, on a vécu quelque chose de spécial parce que du coup, à 36 semaines, elle m'avait donné le feu pour me bouger un petit peu. Et donc, pendant un mois, j'ai fait ça. Et arrivé à mes 40 semaines, la veille de mes 40 semaines d'aménorrhée, le père de mon fils perd quelqu'un de cher dans sa famille. Et donc là, on est dans le processus inverse. Il reste une semaine avant mon terme. Il faut surtout pas que j'accouche. Ok, Parce qu'il y a le côté où on passait nos... Bah, clairement, on a passé notre semaine avant mon accouchement dans les chambres funéraires pour accompagner sa famille, etc. Et il y avait l'enterrement qui arrivait, etc. Donc il y avait quand même ce truc de... Je suis passée pendant 4 semaines à devoir me bouger pour qu'il sorte, à justement là, putain, il faut pas pas qu'il sorte. maintenant. Ouais, voilà, c'est pas le moment. Et j'en avais parlé beaucoup avec le père de mon fils qui me disait, mais si tu accouches maintenant, enfin, c'est pas que je pourrais pas être là, mais si je suis là, enfin, je serais là physiquement, mais mentalement, je serais pas là parce que j'ai besoin de dire Ouais. au revoir, etc. Et là, ça a été la panique à bord parce que je me suis dit, mais je peux pas accoucher toute seule. Donc, j'ai essayé de l'accompagner du mieux que je pouvais dans ce deuil-là. Et je suis allée à l'enterrement avec eux. C'était compliqué pour moi, cet enterrement, parce que je me sentais pas à ma place. Parce que on disait au revoir à quelqu'un et moi, je portais la vie. Je portais la Ouais. vie. Vraiment, je pouvais pas le cacher, hein. En plus, j'avais un très gros ventre, un très bon bébé. Et puis Donc, arrivé à ce stade-là, forcément, ça se voit. Il y a pas... j'avais aucun vêtement qui m'allait, donc j'avais pas du tout une tenue d'enterrement. Enfin, pour le coup, j'ai été vraiment mal à l'aise et je lui ai dit, écoute, je t'accompagne à l'enterrement parce que c'était pas non plus dans le même département où on habitait. Et ma mère est venue avec moi et je lui ai dit, dès que l'enterrement se finit, je te laisse faire la fête que vous faites après, enfin en tout cas la réunion. Moi, je rentre à la maison et à ce moment-là, après, on sait que le plus gros est passé et que je pourrais accoucher, au moins je serai en sécurité. Et donc ça, c'était 3, 4 jours avant mon accouchement. J'ai accouché le dimanche, c'était le jeudi, l'enterrement. Et le jeudi, il s'est mis à neiger. Mais genre, neiger, ça faisait des années qu'il n'avait pas neigé comme ça. Et on a tous pris ça comme un petit clin d'œil de... Elle nous dit au revoir, c'est bon, elle laisse sa place Ouais. à l'enfant qui doit arriver, etc. Et donc, il est rentré à la maison le jeudi soir. Pas, je dirais pas en étant apaisé, parce qu'il venait quand même de perdre quelqu'un de cher, mais en se disant, Il OK, avait accompli ce qu'il avait à faire, quoi. c'est ça. Le plus gros est passé, l'enterrement est fait, la réunion de famille est faite. Maintenant, on peut se concentrer sur la naissance du petit, qu'on savait qu'elle allait être imminente, parce que mon terme était 3, 4 jours après, quoi. Ouais. Et donc, toute la journée du vendredi se passe sans signe imminent d'un accouchement. Et dans la nuit du vendredi au samedi, donc je pense que c'était dans la nuit du 15 au 16 novembre, je me réveille avec des douleurs de règles. Mais en fait, c'est pas ça qui me réveille. Je pense que c'est plus le fait de, bah, t'es enceinte, t'es au bout du rouleau, tu vas faire pipi 6 fois par nuit. Et je pense que c'est en me levant pour aller faire pipi que je me rends compte que ça tire en bas, que j'ai des douleurs de règles. Mais Ok. ça m'alarme pas et ça m'empêche pas de me rendormir. Ouais. Donc, je me rendors et le samedi matin, on se lève vers 10 heures. Et là, je sens que tout de suite, ça se met en place. Ok. Vraiment, instinctivement, dès le réveil, je sens qu'il y a des contractions. Je pense qu'ils se sont peut-être préparés pendant que je dormais, mais qui n'étaient pas douloureuses, donc je ne me rendais pas compte. Ouais. Il t'a laissé dormir, c'est bien. C'est ça. Il a dit, prends un peu de repos parce que ça va être costaud. Et donc, ouais, dès le samedi 10 heures, les contractions se... Alors, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'elles étaient déjà douloureuses. C'est parce que je ne savais pas ce qui allait m'attendre après. Ouais. Mais tout de suite, ça a été, en tout cas, régulier. J'avais des contractions toutes les 3, 4, 5 minutes, de 10 heures à midi et demi. Ok. Donc, vers midi et demi, on commence à se dire, pour le coup, nous, on habitait vraiment à 3 minutes à pied de la maternité. On se dit, ça coûte rien d'aller checker. Au pire, ils nous renvoient à la maison. C'est pas comme si on avait fait 1 heure de route, quoi. Ouais. Est-ce que tu avais des envies? Je ne t'ai pas demandé pour ton accouchement, un projet, des envies particulières? Alors, moi, si j'avais pu... J'en rigole en vrai parce que ma meilleure amie vient d'accoucher il y a 2 semaines et on a vraiment... Enfin, on avait vraiment deux projets de naissance complètement opposés. Moi, si j'avais pu faire une césarienne anesthésie générale, je l'aurais fait. Ok. Les rien sentir. En fait, je pense que c'est pour ça que j'appréhendais pas l'accouchement parce que mon objectif, c'était surtout de rien sentir. Je m'en fous, je voulais pas ressentir les douleurs. Je voulais pas des bains ou des trucs comme ça. Je voulais vraiment pas de douleur. Enfin, je Ok. voulais une péridurale, dose de cheval, que je puisse plus bouger et que je puisse me reposer. C'était vraiment tout ce qui m'importait. À contrario, ma meilleure amie qui elle avait un projet de naissance sans péridurale, enfin vraiment Ok. très physiologique, etc. On était vraiment à l'opposé. Et le pire, c'est que moi, ça m'a pas marqué parce que vraiment, si j'ai un deuxième enfant un jour, je voudrais aussi une dose de cheval et une péridurale. Et pour le coup, pendant ma grossesse, ouais, j'avais demandé.
une césarienne parce que je me sentais plus à l'aise avec la césarienne plutôt qu'avec le fait de pousser. Et vu que j'accouchais dans un hôpital public, on m'a dit, Madame, c'est pas vous qui allez décider, vous n'êtes pas dans le privé. Si vous voulez une césarienne de convenance, vous allez payer et aller dans un autre hôpital. Et je me Ok. suis posé la question à un moment donné, sauf que vraiment la proximité de la maternité fait que ça aurait été vraiment bête de faire 45 minutes de route pour aller ailleurs, alors que vraiment, on avait... Là, pour le coup, il y aurait pu avoir tous les problèmes du monde, on aurait pu y aller à pied à la maternité. Oui, même la neige, pour le coup, ça vous aurait pas arrêté. C'est ça, exactement. Donc, j'y avais pensé à un moment donné dans ma grossesse et je me suis dit, de toute façon, si césarienne il doit y avoir, il y aura. Donc, ça sert à rien, autant que, bon, je laisse couler, quoi. Ok. Donc, vraiment, je pense que j'ai été le cas peut-être préféré des gynécos parce que c'était en mode, faites ce que vous voulez, tant que je ne sens pas, j'en ai rien à Ok, ouais, super. Donc, il est 12h30 et tu te dis, je vais aller faire contrôler quand même, on verra bien si faire. C'est ça. c'est le moment ou pas. Donc, on va faire contrôler à la maternité et pour le coup, je m'attendais à rien. Peut-être que j'avais un peu l'espoir qu'on me dise que c'est un peu bougé, mais je m'attendais pas à ce qu'on me dise, vous êtes à 5. Ouais, Les contractions, elles venaient d'arriver. Nous, on nous avait donné comme consigne, au bout de 2 heures de contractions régulières et douloureuses, vous venez. Mais on savait aussi que c'était un premier, que ça pouvait être long. Je savais aussi que pendant toute ma grossesse, les contractions ne touchaient absolument pas le col. ouais. Donc, j'avais pas forcément d'espoir d'un grand changement, mais je me suis dit, ne serait-ce que s'il est raccourci, on aura déjà ça de près, quoi. Et 12h30, on arrive, elle me fait le monito, tout va bien, elle voit bien les contractions qui sortent carrément enfin, de la machine, quoi. Vraiment, ça monte. Ouais. Et le col n'a pas bougé. Mais alors, pas bougé du tout. Pas raccourci, pas effacé, pas ouvert. Vraiment comme si j'étais à 6 mois de grossesse, quoi. Ouais, mais bon, vu que tu as eu des contractions tout le long et qu'elles n'ont jamais touché ton col, au final, ça reste logique, quoi. C'est ça. Et donc, elle me dit, bah, il y a plusieurs solutions. Soit on vous garde pour voir comment ça évolue, soit vous serez peut-être plus confortable à la maison. Et je me dis, en vrai, là, c'est encore gérable. J'avais mal, mais j'arrivais quand même à avoir des temps de repos et c'était pas non plus, j'étais pas à l'article de la mort au moment Ouais. de la douleur. Donc je me suis dit, vaut mieux que je rentre à la maison, je suis à 3 minutes. Si vraiment il y a un drame, techniquement, je devrais pas accoucher chez moi, quoi. Même si je sens la tête, je pense qu'il y a moyen qu'on bouge Et avant qu'on que... puisse y aller quand même. Et donc on finit par rentrer à la maison, donc sur les coups de début d'après-midi. Et pour la petite anecdote, on est quand même allé à la maternité en voiture le midi. Et en fait, on s'est rendu compte que la voiture du père de mon enfant avait été emmenée à la fourrière au moment où on est parti. Ah En bah fait, on non. avait pris la voiture, mais il avait oublié de ne pas se garer sur la place du marché, ce qui fait qu'en partant à la maternité, on voit qu'il n'y a plus sa voiture, on voit qu'il y a le marché, on se dit, ah, merde! Et donc, on a passé en soi tout le début d'après-midi à faire des allers-retours avec la grand-mère du petit et le père de mon fils pour aller récupérer la voiture. Donc, j'ai passé tout mon début de travail en fait dans la voiture. Alors, je pouvais pas conduire parce que vraiment les douleurs étaient quand même là. Mais j'étais en passager, je me tenais comme ça, je prenais des dodanes dans tous les sens et j'étais en mode je vais mourir, j'ai envie d'insulter la terre entière. Mais je savais qu'il n'y avait pas le choix parce qu'au plus on laissait la voiture, plus ça allait nous coûter cher. Donc, c'était pas l'objectif non Oui, plus. oui. Et je ne me sentais pas du tout de rester toute seule à la maison. Donc, je préférais les accompagner. Donc, on a passé tout le début d'après-midi à faire ça. Et par chance, parce que ça, j'en garde un très bon souvenir, je pense que c'est le meilleur côté de mon accouchement. Mes parents habitaient à l'époque à 1 heure de chez moi. Mon ex-belle-mère habitait à... Enfin, je dis ex-belle-mère parce que je ne suis plus avec le papa. Mon ex-belle-mère habitait à 300 mètres de chez nous, ce qui fait qu'en fait, tout mon après-midi de travail, après avoir récupéré la voiture, j'étais avec mes parents, ma sœur et mon ex-belle-mère et bah, le père de mon enfant. Et je pense que c'est la meilleure partie de mon accouchement parce que bah, tout le monde prenait son goûter un peu comme si de rien n'était. Moi, j'étais incapable de bouffer quoi que ce soit, mais j'étais sur mon ballon et finalement, j'étais entourée des personnes que j'aimais, quoi. Des Ouais, t'étais personnes, dans ton cocon au final. ça. J'étais sur mon ballon, tout le monde discutait, etc. Et bon, vers 18 h le samedi, mes parents habitant quand même à 1 heure de chez moi, ils disent, bon, bah, on va rentrer. Mais dans notre tête, vu l'état dans lequel je commençais déjà à être l'après-midi, c'est pour dans la nuit, quoi. Tout le monde Ouais. se disait qu'on va se réveiller demain matin avec une photo du petit, ça y est, ça va être le moment et Oui, tout. on revient demain matin pour rencontrer le petit-fils, quoi. C'est ça. Et donc à ce moment-là, il est, je pense, aux alentours de 18 h quelque chose comme ça. Mes parents et ma sœur s'en vont. Et il faisait, bah, j'ai accouché en novembre, donc il faisait très noir. Et même si on habitait à 300 mètres de mon ex-belle-mère, elle se sentait pas de descendre à pied. Donc elle demande à son fils si il peut la raccompagner. Et donc je lui dis, tu sais quoi, je la raccompagne. Et quand tu remontes, on met les affaires dans la voiture et on retourne à la mater. Et finalement, le temps que bah, elle m'avait pas mal aidée, il me semble que tout le monde avait quand même bien rangé pour que moi, j'ai rien à faire. Et sur le moment où tout le monde est en train de se préparer et tout, mes parents partent. Et finalement, je lui dis au père de mon fils, non, en fait, on va prendre la voiture, on va la déposer et on va à la On va mater y tout de suite. aller. Parce que je Ok. vais pas. Je pense que moi, j'avais vraiment peur de vivre ces douleurs toute seule. Donc, j'avais
peur d'être seule à la maison, même si c'était l'espace de 15 minutes. Et je sentais que, en fait, vraiment, il y a eu un gap à 18h. Je pense peut-être quand tout le monde est parti que j'avais peut-être pris pas mal d'endorphines et de bonheur, etc. Où là, d'un coup, les douleurs, elles sont passées peut-être de 5, 6 sur 10 à 8. Ok. Et j'ai senti la diff. Et donc, à ce moment-là, vraiment, j'ai dit non, en fait, on va y aller ensemble. On va mettre la valise, le sac de naissance, de tout ça. Et on va raccompagner ta mère et on va à la maternité tout de suite. Donc, on fait ce petit chemin qui ne prend pas plus de 5 minutes, hein, du coup, parce que 300 mètres, voilà, Oui, c'est pas très long. quand même assez rapide. Et on arrive à la maternité. Et en fait, on arrive au moment où c'est le changement de garde. Donc, en fait, moi, c'est encore l'équipe du matin qui m'avait reçue qui Ok. me reprend en charge. Et sauf que ça a été le monito le plus long de ma vie parce que du coup, vu qu'ils m'ont posé le monito, qui dure normalement une demi-heure, et qu'il y a eu le changement de garde entre-temps, j'ai fait genre 1 heure et quart de monito. Ok. Et elle me check mon col en posant le monito. Madame, votre col n'a pas bougé. Et je me suis dit là, je vais commencer à m'énerver à un moment donné. Là, J'ai je veux mal quand même. Ouais, je veux bien être sympa ce matin, ça n'a pas bougé. Non, là, il faut que ça bouge. Et donc, je pars avec cette information-là. Ils font leur changement de garde. J'ai genre eu plus d'1 heure de monito. Et donc, en fait, on se disait mentalement, même si j'ai mal, on va rentrer parce que pourquoi ils vont me garder si mon col n'a pas bougé? C'est pas comme si j'étais passée de 2 à 3 ou de 1 à 2 qu'il y avait un petit espoir. Dans notre tête, c'était vraiment bon, bah, on est venu pour rien, on va rentrer à la maison. Et en fait, au bout d'1 heure, 1 heure et quart, la sage-femme revient et elle me dit, bah, on va vous garder. On la regarde, elle fait, pourquoi? Si mon Hmm. col n'a pas bougé, que mon corps ne fonctionne pas, on va vous garder. Et elle me dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans une chambre de pré-travail. On a des possibilités parce qu'elle savait que moi, la péridurale, si elle pouvait me la mettre maintenant, mettez-la moi maintenant, je m'en fous. Je veux pas Euh, avoir mal. J'ai bien trop mal pour ça déjà. c'est ça. Et elle m'a dit, on peut vous donner un dérivé de morphine sous perfusion pour commencer à atténuer les douleurs. Alors, avec le recul, c'est plus simple de parler. Mais sur le moment, ça me paraissait déjà insurmontable, les douleurs que j'avais. Ouais. Donc, elle m'a dit, vous avez le droit en gros à 3 ou 4 doses de dérivés de morphine, espacées à minima de 30 minutes. Sauf qu'une fois que vous avez eu toutes ces doses-là, il faut attendre la péridurale. Et Ok. moi, à ce moment-là, c'était déjà insupportable pour moi. Mais je ne savais pas ce qui allait m'attendre après. Donc, j'ai enchaîné les doses de morphine. On m'a mis en salle de pré-travail. Elle m'a fait la perfusion, elle m'a mis la première dose de morphine. En attendant, le père de mon fils est repassé à la maison, il s'est commandé à manger. Parce qu'on s'est dit là, ok, vu que ça n'a pas bougé, mais qu'on le garde, on sait que ça va être long. On sait que je ne vais pas accoucher dans la nuit, quoi. Donc, il s'est pris à manger, il a ramené tout ce qu'il fallait à la maison, le coussin de grossesse, tout ça, pour que je me sente bien. Et donc, j'ai eu la première dose de morphine. Et déjà, je me suis dit, waouh, j'aime pas trop la morphine. Parce que je me revois être allongée, encore avec mon jean de grossesse et tout. Alors, la tête qui tourne même en étant allongée. Et du coup, j'étais toute seule à ce moment-là parce qu'il était parti récupérer les affaires. Et par contre, ça m'avait quand même bien soulagée. Je n'étais pas passée de 6 sur 10 à 0 sur 10 en douleur, mais ça te permet de souffler, quoi. Et une Ok. demi-heure après, je la rappelle. Une demi-heure après, je la rappelle. Et je sais plus si c'était 3 ou 4 doses, mais en fait, je pense qu'avant minuit, j'avais éclaté toutes mes doses. Ok. Si je te fais un petit spoiler, j'ai eu la péridurale 10 heures après. Super. Voilà. Et c'est pour ça que si j'avais su, avec le recul, j'aurais géré différemment les doses de morphine, mais parce que je ne savais pas que la péridurale allait mettre autant de temps à arriver et que je ne savais pas que les douleurs allaient autant s'intensifier, parce que ça me paraissait déjà Oui, c'est bien. ça, on sait pas. De toute façon, premier accouchement, on peut pas savoir si. Et donc, on est en chambre de pré-travail. On a de la chance parce que c'est une chambre double, mais il n'y avait personne à ce moment-là. Donc, le papa de mon fils a pu rester avec moi. De toute façon, s'il n'était pas resté avec moi, je ne serais pas restée à la maternité, on serait rentrés. Et, euh, et ils nous ont dit, bah, écoutez, là maintenant que vous avez tout vu, bah, il faut marcher, il faut faire les escaliers, il faut se bouger, faire du ballon, prendre un bain. Il faut se bouger, quoi. Et le truc, c'est qu'au plus ça avançait, au moins on venait me vérifier. Donc, au moins, moi, en fait, au plus ça avançait, au plus les douleurs s'intensifiaient, au moins on vérifiait mon col, donc au plus j'avais l'impression de souffrir sans savoir où ça allait. Et donc Ouais. psychologiquement, ça déjà, ça m'a, je pense, bien plombé pendant cette nuit-là d'accouchement, donc c'était dans la nuit du samedi au dimanche, parce que j'avais l'impression vraiment de souffrir pour rien, parce qu'on venait, je crois, toutes les 3 heures Ouais. pour venir me vérifier. Alors, je disais pas qu'il fallait venir toutes les demi-heures, mais j'aurais bien aimé faire un check au moins du col plus régulièrement. Et donc, on me fait un premier check dans la nuit, vers 2 3 heures du mat, on me pose un monito, ça bouge pas. Alors, le cœur va bien, le bébé va bien, il bouge bien et tout, mais ça bouge pas. On me refait, donc je prends un bain dans la nuit, je reprends un bain vers 7 8 heures du matin. Je perds le bouchon muqueux que je n'avais jamais perdu avant. Aucun morceau avant. Là, je perds le bouchon muqueux le dimanche matin. Et on venait de me faire un contrôle et on m'a dit que mon col était ouvert à
un petit doigt. Je crois que c'était juste pour un peu me booster. Je pense que mon col, il était quasiment pas ouvert, mais vas-y, psychologiquement, si on me dit que ça a un peu bougé, c'est déjà ça. Le seul truc qui avait vraiment bougé, c'était qu'il était passé de long à effacé, Ok. pour effacer tout ça. Mais en termes d'ouverture, il avait quasiment pas bougé. Et là, c'était le moment un peu déprimant de me dire, putain, ça fait quasiment 24 heures que j'y suis. Il est juste court et effacé, là. Passé. Ouais. Et en même temps, je me disais, bon, vas-y, au moins, il est court et effacé. Ouais. J'avais deux poids, deux mesures dans ma tête. Et ça a avancé, mais quand même pas très vite, quoi. C'est ça. Je savais que ça allait être long pour un premier, mais quand je m'attendais à long, je m'attendais pas à long. Je m'attendais à long, pas à long. Et donc, arrivé le matin, ouais, 8 9 heures, on me check mon col une dernière fois. Et là, c'est moi qui réclame parce que vraiment, je suis au bout de ce que je peux faire. J'arrive pas à manger, j'arrive pas à m'hydrater. Euh, le père de mon fils a réussi à dormir une demi-heure, mais moi, j'étais en PLS en attendant. Je savais que c'était important aussi pour lui de dormir si je voulais qu'il me soutienne correctement. Mais là, je pense que j'étais arrivée quasiment à 24 heures sans dormir, Ouais. avec des douleurs, donc on sait que ça fatigue encore plus. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que je peux plus. Sauf qu'encore une fois, j'étais pas dans un hôpital privé, donc je ne fais pas ce que je veux, on ne m'écoute pas comme ça, ce que je peux comprendre aussi. Mais j'avais l'impression que vraiment, on n'écoutait pas mes douleurs. Je pense qu'elles ont l'habitude de voir des femmes qui souffrent parce qu'elles sont dans un service de maternité et que pour elles, c'est normal, c'est leur travail. Ouais. Moi qui n'avais pas dormi depuis plus de 24 heures avec des douleurs qui étaient compliquées à gérer, j'étais quand même jeune, j'avais 20 ans à ce moment-là. J'étais dans une expérience auquel on ne s'attend pas forcément à cet âge-là. Ça devenait compliqué à gérer. Et vers 8 9 heures du matin, je perds le bouchon muqueux. Et là, je les appelle et je dis par contre, vous me checkez, là, il faut faire quelque chose parce que je n'en peux plus. J'ai compris que je ne pouvais pas avoir la péridurale, j'ai compris qu'on ne pouvait pas me faire les doses de morphine, j'ai eu tout ce que j'avais. Euh, Par contre, là, il faut que ça bouge. Et en fait, elle me check et elle me dit un doigt large, un truc comme ça. Elle part avec son service, donc je pense qu'ils ont dû potentiellement aller discuter de mon cas. Elle revient, elle me dit, je vais appeler l'anesthésiste, on va vous poser la péridurale. Mais elle me met bien en garde sur le fait que si on me pose la péridurale et que ça n'avance pas, c'est césarienne. Et Ok. moi, j'étais à un stade où j'étais en mode, je m'en fous. J'ai jamais eu peur de la césarienne, j'ai jamais eu peur des forceps, des ventouses, de tout ça. Juste là, j'étais à un stade de fatigue, j'avais besoin d'aide. Donc même si on devait partir en césarienne tout de suite, mais passez-moi en césarienne, j'en avais rien à faire, il fallait que ça bouge. Ouais. Donc, l'anesthésiste est arrivé assez rapidement. Je pense qu'un quart d'heure après qu'elle m'ait dit ça, il était déjà là. Le père de mon enfant n'a pas pu rester avec moi pendant la pause de la péridurale. Donc, j'avais une sage-femme qui était avec moi. Franchement, après avoir qu'on m'ait posé la péridurale, je n'ai pas compris et je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle pourquoi les gens ont peur de la péridurale. Parce que moi, je l'ai tellement bien vécu, cette péridurale. Déjà, j'ai absolument pas regardé la longue aiguille, le fil, tout ça. Et parce que pour moi, la pose de la péridurale est tellement moins douloureuse que les contractions que tu vis à ce moment-là, que je ne comprends pas comment les gens peuvent en avoir peur. Pourtant, moi, je fais des malaises quand je fais des prises de sang, hein. Donc Ouais. vraiment, je n'aime pas les aiguilles. Mais alors, pour le coup, moi, ça a été, je sais pas, une révélation, un bonheur. Juste, on m'a dit péridurale, j'étais en mode Alléluia, je vais vous vénérer toute ma vie. Voilà. Et donc, on me pose la péridurale vers 10 heures du matin, quelque chose comme ça, entre 10 heures et 10 h 30. Donc, on m'a examiné juste avant. J'étais à un doigt large. On me pose la péridurale, on m'allonge, je suis à 2. On me force la poche des os 20 minutes plus tard, je suis à 3. C'est-à-dire que j'ai fait plus d'évolution en 20 minutes après la pose de la péridurale qu'en 24 heures. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, soulagement, ça avance. Ouais, comme quoi, en fait, de te soulager, au final, ça t'a plus fait évoluer que d'attendre et de pas avoir la péridurale, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me disait. En fait, le risque qu'on me disait, c'était si la péridurale ne fait pas accélérer le travail, et ben vous partez en césarienne parce qu'on va pas pouvoir rester avec un col comme ça, une péridurale pendant 72 heures, quoi. Et Ouais. moi, je me suis dit, soit ça avance et tant mieux, soit ça avance pas, c'est césarienne et c'est césarienne. À un moment donné, il est rentré, il va falloir qu'il sorte, le petit, quoi. Enfin, j'étais hyper rationnelle là-dessus. Moi, Ouais. je voulais juste qu'on m'aide et que ce soit confortable. Et pour moi, qui doit le sortir, et pour le psy, qui n'en souffre pas non plus, quoi. Et, euh, et donc là, il y a quand même eu cette bouffée d'oxygène quand on me dit que j'ai pris 2 doigts en 20 minutes. Je me suis dit, waouh, ok, donc j'ai eu raison d'insister sur la péridurale et ils ont eu raison aussi de me. Enfin, j'ai eu raison d'insister et qu'ils me fassent confiance, quoi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à environ 18 heures, à peu près, donc on va dire de 11 heures à 18 heures, ça avance vite. Je prends environ 1,5 cm par heure.
ça va assez vite. Moi, je peux me reposer en attendant. Bon, c'est pas un sommeil qui est réparateur, mais c'est toujours ça de prix quand t'as pas dormi pendant 24 heures. Donc, je fais des micro-siestes, je m'endors, on me réveille, on me fout un doigt, on vérifie mon col, je me rendors. Enfin, vraiment, il y a des fois où ils m'ont vérifié, je n'ai même pas le souvenir qu'ils m'aient vérifié, tellement je pense que ma tête était ailleurs. J'étais Ok. tellement fatiguée que mon corps était là, ma tête n'était plus là. Et arrivé vers 18 h, donc avant la relève, il y a une sage-femme qui vient me voir et qui me dit, bah, madame, vous êtes toute rouge quand même. Comme ça, vous êtes toute rouge en même temps dans les salles de travail, il fait chaud. Pour l'arrivée des bébés, il fait quand même chaud. Et elle me dit, vous êtes toute rouge, on va quand même prendre votre température histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de souci, quoi. Évidemment, j'ai de la fièvre. Ça m'étonne pas parce que, bah, ce que je te disais tout à l'heure, j'avais peur de l'accouchement avant parce que j'ai tendance à avoir des gros maux de ventre. Moi, je suis intolérante au gluten, donc les crises de maux de ventre, Ok. j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une crise et que j'ai très très mal au ventre, j'ai de la fièvre. Donc je pense que c'est juste Ok. un- ouais, une méthode de défense de mon corps contre la douleur, quoi. Ok. Donc au moment où elle me dit que j'ai de la fièvre, ça m'étonne pas. Je connaissais pas les conséquences derrière, mais elle me donne une info, je suis en mode ouais, ok, Oui, d'accord, comme merci. d'habitude, ok. Et pour le coup, il y a une chance que j'ai eue quand même, c'est que la péridurale a bien fonctionné. Ça, je l'ai pas dit, mais j'ai pas eu de souci avec ma péridurale. Vraiment, elle a été mise et je pense que 5-10 minutes après, j'étais en mode YOLO, c'est bon, tout va bien. Ouais, la péri, c'est ta plus belle découverte de cet accouchement, hein. Moi, je le dis maintenant quand je fais des crises par rapport au gluten, si on pouvait mettre une péridurale, je suis chaud, hein. Ça me dérange pas, hein. Mais pour le coup, j'ai eu de la chance parce que j'avais entendu pas mal de témoignages de nanas qui disaient ça fonctionnait pas ou ça fonctionnait que d'un Oui. côté et tout. Je sais qu'au début, je crois que ça fonctionnait plus d'un côté que de l'autre, mais on m'a dit de me tourner un peu pour qu'en gros le produit aille de l'autre côté. Et alors après ça, tranquille, aucun souci. Donc vers 18 h, il y a de la fièvre et elle me dit, on est obligé, vu qu'il y a de la fièvre, de vous faire passer des antibiotiques. Ils m'ont fait faire une analyse urinaire du coup avec une sonde, vu que j'avais la péridurale que je pouvais pas me lever. Donc on m'a mis une sonde urinaire, pareil, j'ai rien senti, rien du tout. Euh, on m'a vidé ma vessie comme ça, on m'a fait une analyse urinaire, une prise de sang, un test aussi au fond de la gorge. Enfin bref, être sûr qu'il n'y avait pas de Ok. bactéries. Et on m'a dit, on va quand même vous faire passer des antibiotiques parce que vu que vous avez de la fièvre, dans le cas où il y a quelque chose, vaut mieux que les antibiotiques passent par votre corps pour votre fils plutôt que de devoir les donner directement au petit quand il est. Et il faut Ouais. savoir qu'à ce moment-là, j'étais déjà à dilatation complète. Donc j'étais à dilatation complète vers 18 h 30, je dirais quelque chose comme ça. Ouais, ça a quand même été très vite, du coup, une fois la péridurale passée. C'est ça, je suis passée de 1 à 10 h 30 et en un, je pense, un doigt large pour me dire un tout court pour m'aider, à Ouais. dilatation complète à 18 h. Donc c'est quand même allé plus ou moins rapidement. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment le fait de percer la poche des os, la péridurale, etc., qui a quand même fait bien bouger le travail. Puis ça permettait au petit d'avoir la tête bien en bas aussi. Et donc, elle me dit, vu que vous êtes à dilatation complète, en soit, on pourrait s'installer doucement pour préparer à pousser, sauf que on préférait que les antibiotiques passent par votre corps plutôt que lui donner directement. Ce que j'entends, je ressentais pas à ce moment-là forcément le besoin ni l'envie de pousser. Donc, j'étais en mode, ok, je vais prendre une demi-heure de plus pour me reposer, quoi. Je le voyais comme Ouais. ça. On me passe tous les antibiotiques et arrivé vers, au moment de la relève, donc je dirais vers 19 h 30 un truc comme ça, je dis au père de mon fils, ça pousse. Mais genre, ça pousse. Et la sensation, pour moi, c'est une des sensations dont je me souviens encore parce que autant les douleurs de contraction, je m'en souviens plus. 4 ans, bon, c'était il y a 4 ans et demi, mais je m'en souviens plus. Autant la sensation de pesanteur au niveau du col et du périnée, je m'en souviens encore. Ok. Je me souviens d'avoir vraiment une douleur, mais vraiment le cliché de c'est comme quand tu as envie d'aller à la selle, c'est vraiment ça, mais option, ça fait super mal. D'accord. Au début, je me fais la réflexion, je dis au père de mon fils, mais peut-être je dois faire caca en fait, genre, je sais pas, dis-leur de ramener un seau, de faire un truc, j'ai pas envie de chier dans le lit, vraiment, moi j'étais comme ça me faisait peur. Ouais. J'avais pas peur de faire caca pendant l'accouchement, mais j'avais peur d'en foutre partout si vraiment ça devait être ça, quoi. Et en fait, au bout de 5 minutes, je comprends vite que c'est pas du tout d'aller à la selle, c'est que c'est le petit qui pose bien sa tête et qui trouve Qui est son en train de chemin. pousser, ouais. Et donc, une première fois vers 19 h 30, j'ai dit au père de mon fils, écoute, va chercher la sage-femme parce que là, je sens que ça pousse. Il va une première fois dans le couloir, dans le bureau. Il leur dit, bah là, elle sent qu'elle a besoin de pousser. Elle leur dit, ouais, ouais, on arrive. Personne qui arrive. Ok, je pense que là, c'est en termes de temps. Je ne sais pas si c'était 2 minutes après, 5 minutes après, 10 minutes après, je ne sais pas. Mais une deuxième fois, je redis au père de mon fils, s'il te plaît, va les chercher parce que là, vraiment, ça pousse, ça fait mal et j'ai pas envie de pousser toute seule. Donc, Ouais. il a quand même un fort caractère. Moi, j'ai mon fort caractère aussi. Donc, à un moment donné, tu commences à t'énerver, tu as envie d'être écouté.
En fait, c'est plus ça. J'avais l'impression de ne pas être écoutée et qu'on ne me faisait pas confiance dans mes ressentis, alors que c'est moi qui ressentais le truc, quoi. Donc, une deuxième fois, il y retourne. Oui, oui, on arrive, on va l'appeler. Je crois que c'était l'auxiliaire de puériculture qui lui dit ça. On va appeler la sage-femme, elle va arriver. Et je crois que c'était juste après la relève. 10 minutes après, il n'y a toujours personne. Et là, je commence à m'énerver. Vraiment, je dis, vraiment, va les chercher parce que là, je vais me mettre à pousser toute seule. Je me doutais bien que même en poussant une fois toute seule, j'allais pas sortir le bébé tout de suite. Mais j'avais pas envie de me mettre à pousser toute seule et de potentiellement pas faire les choses correctement, de pas pousser au bon endroit. Enfin, ça, Oui. Moi, je trouvais ça aussi effrayant, cette partie de l'accouchement, de devoir pousser. C'est encore un nouveau truc qu'on connaît pas, c'est une nouvelle expérience, on sait que ça fait mal. Enfin, j'avais envie d'être accompagnée, j'avais pas envie de me mettre à pousser toute seule, sauf que là, je sentais que ça devenait vraiment vital. Je devais pousser. Ouais. Et la troisième fois, bon, il commence vraiment à commencer à gueuler dans les couloirs, parce que là, à un moment donné, bah, il me voit moi aussi en détresse. On est fatigués aussi tous les deux, parce que là, on arrive à un stade où ça fait quasiment 35 heures qu'on n'a pas eu de vrai sommeil. On a fait des micro-siestes par-ci par-là, mais c'est absolument pas reposant. Donc, il y a la fatigue qui arrive, il y a le fait qu'on n'ait pas des caractères très tranquilles qui arrivent aussi, et le fait qu'on ne nous écoute pas, quoi. Et il y avait aussi ce cliché sur le fait qu'on était des jeunes parents, on avait 20 ans, donc on était beaucoup moins pris en considération qu'un couple de parents qui a 25 30 ans, quoi. Ouais. Et le tout fait qu'à un moment donné, c'est pas que tu pètes un câble, mais t'en as marre. Et donc là, il retourne dans le bureau de la sage-femme en mode vraiment, là, vous venez. En fait, je pars pas sans vous, vous venez. Et elle finit par venir, la sage-femme, et elle dit, bah, un peu saoulée, bah écoutez, on va se mettre à pousser, hein, mais il est haut dans le bassin. Et c'est ce qu'elle m'avait dit une demi-heure avant. Elle m'avait dit, vous êtes à dilatation complète, mais on va attendre qu'il descende bien dans le bassin pour que vous ayez moins de travail à faire. Et j'avais entendu cette information, sauf qu'à partir du moment où je te dis j'ai envie de pousser, enfin, là, c'est physique. J'ai Ouais. compris intellectuellement et psychologiquement ton information, mais là, c'est mon corps, il te dit autre chose. Je comprends qu'il soit haut dans le bassin, mais là, mon corps, J'ai il veut sortir. besoin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vital à ce moment-là. Et donc, elle me dit, bon, bah, on va s'installer, mais bon, il est haut dans le bassin, donc ça va être long, ça va être compliqué. Déjà, la belle manière de te mettre en position pour commencer à pousser. Et je commence à pousser une première fois et je me fais engueuler, mais tout de suite. Mais vraiment Ok. engueulée, j'ai eu, parce que du coup, je t'ai dit, j'ai regardé le récit de mon accouchement pour vraiment avoir tous les détails. Et il y a plein de flashs qui me sont revenus au moment où je regardais la vidéo. J'avais vraiment cette impression, faut prendre en compte la fatigue, la douleur, etc. Mais j'avais vraiment l'impression d'être infantilisée. Et Ouais. je pense que le fait que on soit des parents jeunes, on n'avait pas non plus 15 ans, on n'était pas ados, quoi. Mais le fait d'être des parents jeunes, ça donnait à tout le personnel médical l'impression qu'il fallait nous parler comme si on était des enfants, qu'il fallait tout nous expliquer fois 6 comme si on avait un neurone dans le cerveau et qu'on n'était pas capable de comprendre les choses et tout. Alors que pour le coup, je pense que j'ai fait tous les rendez-vous de ma grossesse, j'y suis toujours allée avec plaisir. Pour le coup, la maternité, la parentalité, tout ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent énormément. Donc je pense que même à 20 ans, j'étais plus renseignée que certaines mamans de 30 35 ans, tellement c'est un sujet qui me passionne. Ouais. Et donc, dès le début, je me fais engueuler. Mais engueuler vraiment de manière infantilisante. Et je me suis dit, je pense, à ce moment-là, ça va être compliqué. Au-delà de la douleur, si en plus j'ai un personnel devant moi qui n'est pas à mon écoute, alors que c'est quand même moi qui suis en train de sortir un gigot de mon corps, Mhm. ça va être compliqué. Et je pense que je pousse à peine 5 minutes avant qu'il y ait un déclenchement du pédiatre et de la gynécologue. Ok. La sage-femme me dit que le cœur du bébé ralentit, que ça va pas, que je pousse mal. Enfin, en fait, je poussais bien, mais je poussais pas assez longtemps. Et j'ai essayé de lui expliquer, je suis en train de donner mes dernières forces. Je n'ai plus d'énergie. Je pense que je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie et aussi épuisée de ma vie. Et je lui dis, là, ce que je vous donne, c'est vraiment tout ce que je peux faire. Et elle arrêtait pas de me dire, oui, mais on a toujours la force de sortir un enfant, il nous reste toujours des dernières forces, mais comme si sortir un enfant, c'était aller chercher un morceau de chocolat à l'Intermarché d'à côté. Non, Ouais. on parle de sortir un enfant qui, moi, pour le coup, c'était un bon bébé. C'est pas quelques dernières forces qu'il me faut, c'est là, il me faut 6 heures de sommeil pour vraiment que je puisse le faire correctement. Et donc, dès le début, on me dit que je pousse pas correctement, en fait, parce que même si je mettais la force, bah, vu que c'était pas assez long, c'était pas assez efficace, donc il remontait tout le temps, donc c'était pas, ça fonctionnait pas. Et déjà, de base, qu'on partait qu'il était haut dans le bassin, le fait qu'il remonte à chaque fois, bah, ça Ouais. aidait pas. Et donc, ouais, assez rapidement, je pense que dans les 5 premières minutes du fait que je me mette à pousser, euh, il y a le pédiatre qui arrive et la gynéco qui arrive. Donc là, si je te remets dans le contexte, on est un dimanche à 20h, 20h, 20h15. Ok. C'était une gynéco de garde
qui, pour le coup, n'avait pas très, très envie d'être là. Mais on l'a très vite compris qu'elle n'avait pas très envie d'être là. La pédiatre arrive, etc. Déjà, moi, au début, on m'explique pas trop. On me dit juste que le cœur ralentit. Donc, je passe de... Il y avait du coup le père de mon fils derrière moi sur la table, la sage-femme qui, à la base, devait m'accoucher et l'auxiliaire de puériculture. On était quatre. Là, d'un coup, tu as la gynéco qui arrive, la pédiatre et l'assistante du pédiatre et l'assistante du gynéco et machin. En fait, là, tu te retrouves facile à 6, 7, 8 dans la salle et tu es en mode, wow, c'est beaucoup moins cosy d'un coup. Là, déjà que c'était pas hyper Ouais. cosy. Je comprends juste on l'a fait venir parce que le cœur du bébé ralentit. Et si le cœur du bébé ralentit, il faut aussi faire venir le pédiatre. On ne me rassure pas du tout à ce moment-là. On m'explique pas. Parce que moi, le seul truc que je savais, c'était qu'on appelait la gynéco si au bout d'une demi-heure de poussée, on se rendait compte que ça avançait pas assez vite. Là, pour le coup, ça faisait 5 minutes que je poussais, quoi. Donc, j'ai eu du mal à comprendre. Après, je pense que j'étais aussi très fatiguée et que les informations qu'on me donnait, elles passaient sans trop passer, quoi. Et donc là, on me demande de pousser. Sauf que j'ai donc moi de la douleur qui revient parce qu'en fait j'avais une péridurale qui était hyper bien dosée puisque je sentais quand j'avais besoin de pousser, mais je ne sentais pas les contractions. Enfin, je ne sentais pas le mal de ventre. Donc c'était hyper bien dosé. Sauf qu'en fait, vu qu'ils savaient que je ne sentais pas les contractions, ils m'ont baissé la dose de la péridurale avant que je pousse pour être sûr que je sache quand est-ce qu'il faut que je pousse. Ce qui fait que je suis arrivée à un stade où ressentais les contractions pour pousser et en fait, il n'y avait plus rien qui était anesthésié, quoi. Ok. Donc déjà, mauvais move de leur part, parce que je pense que j'avais vraiment la dose parfaite, mais qu'eux, par anticipation, ils se sont dit, vas-y, vu qu'elle sent pas les contractions, on va la baisser. Ouais. Donc je me suis mise à pousser avec la gynéco. J'avais le père de mon fils qui était là, derrière moi, la sage-femme qui devait m'accoucher, qui avait pris la place à droite de moi, qui appuyait sur mon ventre. J'ai su bien après que c'était désormais interdit de Oui. faire ça, mais qui appuyait sur mon ventre, mais d'une force, je pense qu'on ne m'a jamais appuyé dessus sur n'importe quelle partie du corps de cette manière-là. Vraiment, j'ai l'impression genre, le but, c'était de me faire faire une descente d'organes. Ouais. On m'a appuyé extrêmement fort sur le ventre. J'avais la gynéco qui m'engueulait et qui m'infantilisait. L'auxiliaire de puère qui n'était pas bien plus sympa à ce moment-là. Je pense qu'il y avait, si j'essaye de rationaliser, il y avait le côté aussi urgence, entre guillemets, où là, on sent que l'enfant commence à souffrir de tout ça. Mais il y avait zéro prise en considération de ce que moi je ressentais en termes de psychologique et de physique. Et du coup, ça ralentit encore plus les choses. Si t'es pas en confiance, t'as pas envie, enfin, C'est t'as pas la ça. possibilité de tout donner, c'est normal. Et bah, je suis arrivée à un stade où en fait, je n'arrivais tellement plus à pousser correctement que je hurlais. Et pour la petite anecdote, peut-être 1 heure avant que je me mette à pousser, on a entendu une femme dans la salle de naissance d'à côté hurler et la sage-femme a rassuré en disant non mais vous inquiétez pas, c'est qu'elle n'a pas eu la péridurale et tout, vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour vous. Bah, 1 heure après, c'est moi qui étais en train de hurler, hein. Pour le coup, j'ai vraiment traumatisé des gens parce que du coup, je t'ai dit, ma famille et mon ex-belle-mère étaient là la veille avec nous à la maison. Et vu que le travail avait bien avancé le dimanche, ils s'étaient tous déplacés à la maternité pour venir rencontrer le psy dès qu'on pouvait sortir de la salle de naissance, quoi. Ouais. Il y avait mes parents, ma sœur et mon ex-belle-mère qui nous attendaient dans la chambre de maternité qui était peut-être, je sais pas, à 50 mètres. Ok. Et en fait, au moment où je me mets à hurler, mais parce que vraiment, je pense que je suis à un stade où je ne peux plus, j'ai plus la force de rien et je suis juste transcendée par la douleur, par la fatigue et tout ça. Ma sœur sort de la chambre de maternité pour demander où est-ce que ça en est parce qu'ils commençaient à être inquiets aussi. Ils savaient que ça faisait 1 heure qu'on était en train de pousser, que ça allait pas, que, enfin, pour eux, ils avaient compris qu'il y avait un truc de bizarre. Et ma sœur sort à ce moment-là et elle m'entend hurler. Et elle reconnaît ma voix. Pour le coup, j'avais 20 ans à l'époque, ça faisait 20 ans qu'elle m'entendait parler, elle reconnaît ma voix. Et ma sœur m'en parle encore 4 ans et demi après, ça l'a traumatisée. Ouais. Pourtant, elle a 7 ans de plus que moi, donc elle avait à l'époque 30 ans. Elle a fondu dans les bras de mes parents en mode vraiment, c'est effrayant ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, il y a ma petite sœur qui est en train d'hurler et on ne peut rien faire, on ne nous donne pas d'informations. Mais en même temps, il y a quasiment tout le service qui était dans notre chambre. Donc en fait, il y avait personne de dispo pour donner des infos. Et effectivement, la priorité, c'était qu'on s'occupe de nous et pas qu'on Oui. aille tenir au courant ma famille. Mais je sais que j'ai vraiment traumatisé ma sœur à ce moment-là. Et donc vraiment, je me mets à hurler. Et on m'engueule encore plus. Mais vraiment avec une manière infantilisante. Vous poussez dans la gorge, vous servez à rien, vous poussez rien, c'est pas correct, vous poussez pas correctement. Et au lieu d'avoir des mots d'encouragement et d'essayer de me pousser à faire les bonnes choses, on me descend. Mais le truc, Ouais. c'est que quand tu es déjà fatigué et dans la douleur, on me descend. T'as pas ce boost de motivation pour dire, OK, c'est bientôt la fin, on va y arriver, quoi. Là, je me sentais juste dégradée. Ouais, Je et me puis nul au final. Ouais. Et en fait, j'étais à un stade où j'arrivais même plus à les écouter.
Donc, c'est pour ça que je te mets la main comme ça, parce que le père de mon fils était vraiment là au niveau de ma tête à gauche. Et la seule manière pour moi de réécouter le personnel médical, c'était de le regarder lui. Il arrivait à comme récupérer mon attention en me Ouais. disant, enfin, je sais plus ce qu'il me disait, mais je pense que ça devait être un truc basique, genre ça va aller, t'inquiète pas, un truc assez basique. Et le fait qu'il arrive à m'apaiser et à récupérer mon attention, à ce moment-là, je pouvais regarder la sage-femme, la gynéco, tout ça, et écouter ce qu'elle me disait. Mais en fait, vu qu'elles étaient extrêmement dégradantes dans leur manière de faire, la sage-femme, toujours qui appuyait en continu sur mon ventre, donc ça faisait une demi-heure que j'avais quelqu'un qui poussait hyper fort sur mes organes et sur mon fils, euh, la manière dont on me parle, etc., euh, je me suis pas dit que j'allais mourir, mais je me suis dit que ce serait le seul et unique enfant que j'aurais. Ouais. Tellement sur le Ok. moment, c'était très compliqué. Et on arrive à un stade où bah, il faut sortir la ventouse. Mais pareil, on ne me dit pas qu'on sort la ventouse. On Ok. sort la ventouse, c'est tout. C'est-à-dire que moi, au niveau de mon accouchement, je n'ai quasiment jamais eu de demande de consentement ou même d'information. Évidemment, s'il y a besoin de sortir la ventouse pour aider mon fils, faites-le. Oui, ne Mais serait-ce que d'information, on va le faire. Enfin, moi, je vois sortir un truc. Alors, déjà, dans ma tête, la ventouse, c'était la ventouse des toilettes. Donc, je vois un truc qui ressemble pas du tout à une ventouse des toilettes. Donc, en fait, sur le coup, je sais même pas trop ce que c'est. Je pense que je me doute de ce que c'est, mais en fait, on ne me dit rien. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a dérangé, c'est qu'on ne me dise rien. Et donc, on commence à utiliser la ventouse. On l'a utilisée 2 fois avant qu'il sorte. Et alors là, je pense que c'est une des plus grosses douleurs de ma vie. Parce que je te le rappelle, j'ai quasiment plus de péridurale. Et une des plus grosses peurs de ma vie aussi. C'est-à-dire que c'est leur métier. Moi, pour le coup, je leur fais confiance. Moi, je n'ai pas fait d'études de gynécologie, d'accouchement, etc. Ils savent mieux faire que moi. Moi, j'ai que l'expérience d'une patiente, c'est tout. Et en fait, je la vois. Donc déjà, la gynéco, toujours très, très agréable. Mettre la ventouse sur la tête. Donc moi, je vois pas ce qui se passe, mais je vois le geste qu'elle fait. Et je la vois tirer d'une manière. Mais c'est impressionnant. J'ai cru qu'elle allait me tuer et qu'elle allait tuer mon fils. ouais. En fait, elle tire je trouve ça d'une violence. Encore une fois, c'est leur métier. Donc je pense que si elle tire comme ça, c'est qu'il faut tirer comme ça. C'est que c'est nécessaire. En tout cas, c'est ce que j'essaye encore de me dire 4 ans et demi après. Oui, oui. Mais elle tire d'une violence et je la vois prendre un espèce de grand recul. Tu sais, comme si tu essayais de décrocher un truc et que tu as tellement décroché fort que tu pars en arrière. Et moi, je vois juste cet acte-là, la douleur plus cet acte-là. Et dans ma tête, j'avais l'impression que mon bébé était sorti et qu'il pendait au bout de la ventouse. Ouais, Tu vois, ok. j'avais vraiment peur de ça parce qu'en Ouais, fait, je ne voyais rien. l'image. J'avais un drap, donc je ne voyais rien. J'ai juste vu le recul, la douleur, parce que quand ça s'est décroché, ça a rajouté une douleur. Et je me suis dit, putain, elle a mon bébé au bout de la ventouse, elle fait quoi Je pense que là, la péridurale, j'aurais pu me lever, lui mettre un coup de boule tellement je. Ah! Et en fait, non, elle a tellement tiré fort, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, elle a dû remettre la ventouse une deuxième fois. Elle a retiré et à ce moment-là, le petit est sorti. Donc, tu vois, on a commencé à pousser vers 20h, 20h15. J'ai accouché à 21h10. Ouais. Ça a Ouais, donc été ça a long. quand même duré très très longtemps. C'est ça. À un moment donné, moi, on m'a dit après, en suite de couche, qu'on aurait très probablement dû me faire une épisio pour vraiment faciliter et que ça mette moins longtemps à sortir, mais ça n'a pas été fait parce qu'ils préféraient la déchirure. Je sais que c'est mieux et que c'est plus facile à soigner une déchirure qu'une épisio. En revanche, tu vois, moi, je te dis, pour le coup, 4 ans et demi après, il y a encore des fois où j'ai mal à ma cicatrice, hein. Donc, je suis Ok. pas sûre qu'une épisio, ça aurait été bien plus compliqué à soigner. Parce que bah, du coup, quand il m'a déchiré, il a bien déchiré. C'était pas très long, mais c'était bien déchiré. Et C'est-à-dire, c'est ça avec des instruments, en général, on coupe parce que on sait que ça va déchirer beaucoup. Donc en fait, même si c'est plus facile à cicatriser, oui, en temps normal, sans instrument, mais avec instrument, déjà rien que pour que ça passe, forcément, ça déchire. bah, on me l'a dit en suite de couche après que on aurait mieux dû le faire. Et je pense que clairement, j'aurais pas poussé pendant 1 heure si on m'avait fait une épisio. Parce que le fait est que mon fils est né à 3,890 kg, 54 cm. Donc c'était un bon gigot. Voilà. J'ai pas sorti un petit bébé, il faisait son poids. J'ai relu mon dossier de maternité il y a pas très longtemps, parce que j'avais pris le dossier pour porter plainte contre la gynéco après. Et dans le dossier, moi, c'est une information qu'on m'a pas donnée, mais en fait, il y avait une dystocie des épaules, ce qui expliquait aussi le fait qu'il était coincé dans mon bassin et qu'il n'arrivait pas à Ok. descendre. Et donc, effectivement, avec toutes ces informations-là, je me dis oui, on aurait dû me faire une épisode, surtout que moi, j'étais pas contre. Oui, c'est Moi, ça. j'étais contre aucun acte médical, juste je voulais qu'on fasse en sorte de m'aider. Et en fait, ils l'ont pas fait à ce moment-là. Bon, c'est fait, hein. De toute façon, on reviendra pas en arrière. Et donc, on me pose le petit sur moi. Et alors là, c'est un moment hyper flou de ma vie parce que comment dire, je sais pas combien de temps on me l'a posé. Je sais que ça a été très rapide. Je pense qu'on me l'a pris, tu sais, comme n'importe quelle personne qui accouche, on te le pose.
Mais je ne sais pas si ça a duré 2 secondes ou si ça a duré 10 secondes parce que le petit avait une détresse respiratoire. Donc, je sais Ok. qu'on a très rapidement pris pour l'emmener, pas le réanimer, mais du coup, l'aider à s'oxygéner, etc. Mais alors, ça, c'est un moment qui sera toujours aussi flou dans ma vie, c'est que je ne sais pas combien de temps il est resté sur moi. Il n'est pas resté 2 minutes, c'est sûr, mais est-ce qu'il est resté 6 secondes ou 1 minute? J'en ai aucune idée. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il y a la réalisation du fait que ça y est, on est parents, le fait que moi, comme je t'ai dit, pendant ma grossesse, je n'ai pas forcément tissé de lien avec mon enfant, parce que je pense que je me mettais aussi pas mal de barrières. Mais il y a le fait de je suis maman. À la naissance, je n'aimais pas mon fils. J'en parle pas assez régulièrement sur les réseaux, mais j'en parle parce que ça me paraît important, parce que c'est un sujet hyper tabou, alors qu'en fait, il y a beaucoup de mamans qui ressentent la même chose. Le Oui. coup de foudre, c'est pas forcément automatique quand tu accouches. Évidemment qu'il y a des femmes chez qui ça arrive, mais c'est pas forcément automatique pour tout le monde. Mais tu vois, je ne, comment dire, je n'aimais pas mon fils, pas en mode je le détestais, juste c'était un inconnu pour moi. Donc il a fallu que je prenne le temps d'apprendre à l'aimer et à le connaître. Mais je savais que j'étais maman et que là, je devais agir comme une maman. Donc le père de mon fils reste à côté de moi pendant quelques minutes. Et au bout de 2, 3 minutes, je lui dis, écoute, va avec le petit. Parce qu'en fait, là, il était en train d'être pas réanimé, mais tu sais, enfin, aspiré, tout ça. Enfin bref, il y a Ouais. des trucs qui n'allaient pas. Va avec lui. Moi, je me débrouille. De toute façon, je peux pas bouger du lit. Donc, reste avec lui. Et donc, après ça, lui, il est avec le petit et on ne me dit rien. J'entends rien, c'est une pièce à part, j'entends rien. Donc, logiquement, je pense que mon fils est en peau à peau avec son père. Oui. Vraiment, dans ma Ok. tête, c'est ça. Moi, pendant ce temps-là, le placenta sort. Pour le coup, c'est peut-être la partie où j'ai eu de la chance dans mon accouchement, c'est que il sort tout seul, j'ai même pas besoin de pousser, j'ai même pas le souvenir d'avoir poussé, il est sorti en entier, tout seul d'un coup, nickel, pas de souci. Et donc vient le moment où il faut me recoudre, vu que j'ai quand même été déchirée, pas, je crois que j'ai eu que quelques points, mais en fait c'est que j'ai surtout été déchirée sur plusieurs couches de peau, plus Ok. qu'en longueur. Donc il faut quand même bien recoudre. Et donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus de Plus de péridurale. péri. Oui, oui. Et donc à ce moment-là, il restait plus que la gynéco, l'anesthésiste et la sage-femme avec moi. Non, gynéco et sage-femme avec moi. Et donc, sage-femme qui appelle l'anesthésiste pour qu'on puisse me remettre une dose de péridurale, histoire que je ne sois pas recousue à vif, quoi. Parce que pas fan du projet. Oui, forcément. Et en fait, la gynéco refuse d'attendre. C'est-à-dire que D'accord. je ne sais pas si c'est dimanche soir, elle voulait regarder koh ou le programme de télé qu'il y avait à ce moment-là, mais visiblement, le fait d'attendre que je ne sente plus, ça ne lui a pas traversé l'esprit. Et donc, elle commence à recoudre. Sauf que moi, évidemment, je me mets à hurler parce qu'en fait, ça fait mal de se faire recoudre à vif. Oui. Surtout quand tu viens de vivre tout ça, les ventouses, toutes les douleurs et tout, ça fait extrêmement mal. Donc la sage-femme appelle quand même l'anesthésiste. Et là, on arrive dans une scène qui est pour moi encore surréaliste et que je suis la seule à avoir vécu puisque le père de mon fils ne voyait pas ça vu qu'il était avec le petit. J'étais toujours les pieds dans les étriers, en train de me vider de mon sang parce qu'on est quand même en post-accouchement, donc ça coule. La gynéco qui ne veut pas attendre, l'anesthésiste et la sage-femme en train d'embrouiller la gynéco pour qu'elle veuille bien attendre que la dose de péridurale fonctionne. Donc j'avais les jambes écartées comme ça, 35 heures sans sommeil, des douleurs comme pas possible, et 3 personnes en train de se prendre le bec entre mes jambes. C'est lunaire. Et je trouve ça dingue parce que du coup, je suis la seule à avoir vécu ça parce que du coup, eux, ils se rendaient pas compte qu'ils se prenaient la tête entre mes jambes. Je pense que c'était une situation normale dans leur travail de voir des jambes écartées. Donc ça les Oui. choquait pas. Et moi, j'étais vraiment en mode, t'as une gynéco qui a déjà eu aucune douceur, qui m'a dégradée pendant l'accouchement, qui a laissé faire à la sage-femme des choses qu'elle n'aurait pas dû faire, qui m'a mal parlé, qui ne m'a absolument pas encouragée, qui ne m'a absolument pas donné d'informations sur ce qui se passait pendant que je poussais et qui, en plus de ça, ne va pas me respecter jusqu'au bout puisqu'elle veut me recoudre à vif. Et pour moi, je ne lui ai jamais posé la question à cette gynéco et je l'ai d'ailleurs jamais revue. Je n'ai même pas fait mon rendez-vous de postpartum avec elle parce que vraiment, c'était hors de question pour moi de l'avoir. Et je me dis, elle va vraiment me bousiller jusqu'au bout. Elle a défoncé ma santé mentale sur ce truc-là, là, mais en plus, elle va défoncer mon corps jusqu'au bout. Oui. Et pour moi, cette situation, elle est vraiment lunaire parce que ça a duré plusieurs minutes, parce que vraiment, je pense que l'anesthésiste et la sage-femme avaient quand même vu ma détresse. Le fait Oui. que ça fait mal et que bah, c'est pas normal, en fait, de recoudre quelqu'un à Oui, vif. ça paraît logique que recoudre à vif sur toutes ces parties-là, ça fait très mal, quoi. Il y a un moment. Et surtout que, accessoirement, la chance que j'avais, c'est pas comme si j'avais accouché sans péridurale, sans perfusion, sans rien. Je veux dire, là, tu avais juste à refoutre une dose, Oui. t'attends, allez, 5, 6 minutes, grand max, et ça repart, quoi. Enfin, je partais pas de zéro en péridurale, je pense que j'avais peut-être 1 ou 2 sur 10 en termes de péridurale. Oui, Il fallait oui. pas grand-chose pour que ça se réactive. Et donc, elle a refusé, ce qui fait que j'ai été recousue pendant plusieurs minutes à vif.
Et vu qu'elle était irraisonnable, l'anesthésiste a quand même remis une dose de péri. En fait, il l'a fait pendant qu'elle le faisait en espérant que ça soit pas trop tard pour la péri et que je puisse au moins avoir la fin de ce truc, de ce moment-là avec la péri. Et donc, on va dire que j'ai fait moitié sans péri, moitié avec péri. Ah, donc elle a quand même agi vite en plus. Ouais, je sais pas, franchement, là, en termes de temps, après mon accouchement, c'est hyper abstrait pour moi parce que j'arrive plus du tout à me remémorer si c'était 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, enfin, c'est Ouais. hyper abstrait. Et par contre, pendant tout le moment où je me fais recoudre, la sage-femme et l'anesthésiste restent avec moi. Pendant que la gynéco, elle fait sa vie et qu'elle en a rien à foutre de tout, Ok. elle reste avec moi. Et en fait, au moment où je me fais recoudre, encore une scène lunaire, je vois une couveuse arriver. Je t'ai dit tout à l'heure, je pensais que mon fils était en peau à peau avec son père. Oui. Et là, je vois une couveuse arriver. Et franchement, ça fait un tour dans ma tête avant que je comprenne qu'il va partir en néonat et qu'il y a un souci. Et en fait, là, encore une fois, vu qu'on ne me donne aucune information, parce que tu avais trois zigotos en train de s'embrouiller entre mes jambes, je ne savais pas ce qui se passait avec mon fils. Donc moi, j'avais la belle image de mon fils en peau à peau avec son père. Et en fait, Ça mon fils était en s'écroule là train d'un coup. ouais, mon fils était en train d'être, du coup, je ne sais même pas vraiment les soins qu'ils lui ont fait, mais Ouais. il a dû être emmené en néonat et on me donne une information, mais cache-pistache. La couveuse arrive, je comprends qu'il y a un souci, et on me dit, votre fils va partir 48 heures en néonat. Ils prennent mon fils, ils s'en vont. Il faut se dire qu'à ce moment-là, je n'ai pu tisser aucun lien avec mon fils, mis à part les quelques secondes où je l'ai eu sur moi, je n'ai tissé aucun lien avec mon fils. Je n'ai même pas pu lui faire un bisou, pas pu le câliner. Je n'avais pas prévu d'allaiter, mais j'avais prévu de faire une tétée d'accueil. Bon, ça n'a pas pu se faire parce que voilà, le poids pot n'a pas pu se faire, mais c'est que j'avais une image. Je me disais, en fait, moi, ça va pas, mais vas-y, au moins le petit est avec son père et ça va, ils sont tous les deux collés l'un à l'autre. Mais en fait, en plus du fait que moi, ça va pas, je me rends compte qu'on me donne même pas l'information que mon fils doit aller en néonate. Enfin, pour un enfant, c'est pas toujours dramatique la néonate, mais ça reste Ça, une c'est étape l'étape où il importante. est quand même où il est séparé de ses parents, donc forcément, bah, il y a Ouais. quelque chose. S'il y va, c'est que il y a quand même nécessité d'y aller, que les premiers soins doivent être effectués là-bas. Donc c'est que c'est quand même assez Oui. important. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, à ce moment-là, elle me donne juste l'information. Donc, moi, toujours en train de me faire recoudre, elle me donne juste l'information. Votre fils va aller en néonat pendant 48 heures. Ils prennent le petit et ils s'en vont. Moi, je vois juste mon fils à travers une couveuse. Et donc, moi, en train de me faire recoudre. Et je regarde cet enfant en me disant, putain, c'est le mien. Mais pourquoi il n'est pas là avec moi, quoi? En fait, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle où on ne me respecte pas, on ne respecte pas mon rôle de maman, on ne me donne pas d'informations, je ne sais pas ce qui se passe. C'est extrêmement frustrant à ce moment-là de ne pas savoir ce qui se passe en fait. Et donc là, le petit, je lui dis, tu donne-moi mon téléphone, parce que mon téléphone était forcément à l'autre bout de la pièce, je ne pouvais pas me lever. Je lui dis, donne-moi mon téléphone, tu vas avec le petit. Ils finissent de me recoudre, et à ce moment-là, tout le monde se barre. Je me retrouve donc potentiellement peut-être une demi-heure après mon accouchement, complètement seule en salle de naissance, sans information sur mon fils, sans photo de mon fils, parce que mine de rien, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Oui, tu as pas. Je ne sais pas combien il pèse, je ne sais pas combien il mesure, je ne sais pas si c'est un gros bébé, pas un gros bébé. Enfin, on m'avait fait une estimation, mais pour le coup, sur le moment, je ne sais pas. Et je suis seule. Forcément, le père de mon fils était en néonat avec lui, mais ça captait pas parce que c'était au sous-sol. Donc, il ne pouvait pas ni m'envoyer de photos, ni m'envoyer de nouvelles, ni de messages. Et donc là, la chance que j'ai eue, j'essaye toujours de voir la chance dans le malheur. La Oui. chance que j'ai eue, c'est que du coup, il y avait toujours mes parents, ma sœur et mon ex-belle-mère qui attendaient dans la chambre. Parce que pareil, eux n'ont pas eu d'informations, ils ont juste ouvert la porte à un moment donné et ils ont vu le père de mon fils partir avec le petit en couveuse et les médecins. Donc pareil, ils avaient compris qu'il y avait un truc qui allait pas, mais alors là, ça a encore plus confirmé qu'il y a un truc qui allait pas. Ils n'ont pas pu avoir de nouvelles non plus parce qu'évidemment, le père de mon fils n'a pas fait un détour par la chambre pour leur expliquer. Ils sont partis directement en néonat. Et donc à ce moment-là, heureusement qu'il m'a donné mon téléphone avant de partir, j'appelle ma mère et je lui dis, maman, tu viens. Genre vraiment, tu viens. Genre, s'il te plaît, vraiment, j'en étais à la supplier, s'il te plaît. Je pense que ça aurait été ma sœur ou mon père, c'était la même chose. Là, il y avait ma mère, donc je préférais que ce soit ma mère. Ouais. Mais j'avais besoin de ne pas être seule. Enfin, tu viens de vivre un truc traumatisant. Tu n'as aucune information ni sur ton corps, ni sur rien. Enfin, pareil, moi, on m'a fini de me recoudre, on m'a mis un filet, tout le monde est parti. Je ne sais pas combien de temps je reste. Je ne sais pas si j'ai des forts saignements. Rien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mon fils a. Je suis dans l'incompréhension totale, autant pour mon corps que pour la suite, que pour mon fils. Je ne sais rien. Et donc, ma mère finit par venir. Et il faut savoir que ma mère n'a pas un fort caractère du tout. C'est la femme sage de la famille qui va un peu se laisser faire, qui va un peu tout laisser couler. Je Ouais. crois que je l'ai jamais vue aussi virulente avec des gens que ce jour-là. Parce que, il partait du principe que c'était un accompagnant. Donc, si le père de mon fils était parti, bah, j'avais pas le droit à un autre accompagnant. Ouais.
voilà, à ce moment-là, clairement, j'aurais pu insulter des mères. Et je pense que ma mère aurait pu insulter des mères aussi, alors qu'elle n'a jamais fait ça de sa Forcément. vie. Mais là, vraiment, il s'agissait de son bébé à elle qui avait besoin d'elle. Oui, oui. Et puis qui était seule, puis qu'elle avait entendu, enfin, que ta sœur avait entendu hurler, donc forcément, elle voulait savoir comment ça allait. Et puis elle savait que tu avais besoin d'elle, donc enfin, que t'es encore pire. Et donc, elle va voir une auxiliaire puère qui l'amène dans ma chambre en disant vraiment, vous restez 5 minutes, après vous partez, quoi. Et elle est restée plus d'une heure avec moi. Et alors, le culot d'une sage-femme qui repasse une heure après en mode, ah, bon, on a oublié que vous étiez là, quoi. Elle rentre dans la chambre, elle dit, ah, bah, madame, il faut partir. Mais certainement pas, en fait. Je suis toute seule, on me donne aucune information. Je sais pas ce qu'il y a mon fils, je sais pas ce que j'ai moi. On me laisse toute seule après un accouchement aussi traumatisant et je crois qu'elle va partir. Mais là, je crois que même avec la péridurale, j'aurais eu la force de me lever et de lui fermer la porte au nez. Et ma mère, pour le coup, je l'ai vue vraiment en mode maman louve. Et je pense que je l'avais jamais vue comme ça. Mais vraiment, là, on touchait à son bébé. Son bébé qui venait d'avoir un bébé, qui avait eu probablement le pire accouchement qu'elle aurait pu imaginer. Et alors là, vraiment, il fallait pas toucher à son bébé. Et alors, je peux te dire que ma mère, elle aurait dû rester 5 minutes. Elle est restée jusqu'à ce que je rentre dans la chambre après Ouais. de maternité. Et alors là, il n'y avait aucun moyen de la déloger. Ils auraient pu appeler la sécurité. Je pense qu'elle ne partait pas non plus. Et je pense qu'ils ont vu à son regard et à mon regard qu'il y avait zéro moyen qu'on me laisse toute seule dans la chambre. Et finalement, je suis restée du coup un peu plus de 2 heures, je crois, dans cette salle. Donc dis-toi que c'était du coup un dimanche à 23h30. Mes parents qui habitent à 1 heure de route, ma sœur à 1 heure de route, alors mon ex-belle-mère qui était à côté, mais sur le principe, un dimanche à 23h30, tout le monde bossait le lendemain. Et tout le monde était encore dans la chambre de la maternité parce qu'en fait, on ne savait pas ce qu'il en était. Même moi, je ne pouvais pas leur donner d'infos. Je ne savais pas ce qu'il en était. Et on a fini par me ramener en chambre. Je crois que le père de mon fils était encore en néonat. Et moi, de toute façon, je n'avais pas le droit de descendre. J'en ai Ok. reparlé du coup avec ma meilleure amie qui vient d'accoucher, qui a eu aussi un accouchement un petit peu compliqué. Et elle trouvait ça hallucinant qu'on m'ait interdit certaines choses. Mais moi, mon fils, il, du coup, est descendu en néonat, je pense qu'à 21h30, il y était en ayant accouché à 21h10. Et je n'ai pas pu descendre en néonat avant minuit et demi. C'est-à-dire que pendant 4 heures, j'avais accouché. Je ne savais pas qui était mon enfant. Ouais. Pas de nouvelles, je ne savais pas s'y aller. On m'a juste dit, tant que vous n'avez pas fait pipi, vous partez pas. Frère, je ne peux pas me lever. Comment veux-tu que j'aille faire toute seule? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois dormir une nuit en sachant que je suis maman, mais en ne pouvant pas rencontrer mon enfant. Et donc, j'ai dû me forcer, on me tenait à bout de bras pour que j'aille faire pipi parce que du coup, il m'avait remis une dose de péridurale pour Bah oui, te recoudre. Ouais. qu'on me tenait à bout de bras. Et sauf que même si je ressentais pas forcément d'amour pour le moment pour mon fils, je savais que j'étais maman. Et il était hors de question que j'aille me coucher, même si j'en avais extrêmement besoin, que j'aille me coucher sans avoir vraiment rencontré mon fils. Ouais. Et donc, entre-temps, le père de mon fils est remonté de la néonate. Donc, ils ont essayé de m'aider avec mes parents pour que je puisse aller faire pipi. On leur a annoncé le prénom à ce moment-là non plus parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors, c'était la pire annonce possible parce qu'on aurait aimé qu'ils puissent le rencontrer en même Oui. temps que dire le prénom, etc. Mais bon, les choses ne se sont pas fait comme ça. Et donc, à ce moment-là, après, tout le monde part. Et je descends en maternité, après tant bien que mal avoir réussi à faire pipi, pour aller rencontrer mon fils. J'étais en fauteuil roulant et j'étais en fauteuil roulant pendant 4 jours à la suite de ça, jusqu'à un moment donné où ils m'ont enlevé le fauteuil roulant. Ils m'ont dit non, Ok. là, ça fait 4 jours, là, vous arrêtez, il faut se lever. J'étais en mode, je ne tiens pas sur mes jambes, je fais comment? Je vais plus en néonat voir mon fils, ça fonctionne comment? Mais du coup, ça a été un enchaînement, autant que ce soit. En fait, je pense que la violence gynécologique, elle est arrivée vraiment au moment de la mise en place, au moment où on a poussé. Parce que le Ouais. fait de ne pas me mettre la péridurale trop tôt, c'est médical aussi. Il y a des raisons qui font ça et c'était pas pour m'emmerder, je pense. Mais moi, pour moi, c'était extrêmement douloureux, mais c'était pas pour m'emmerder. Ils me prévenaient aussi des risques, etc. Et je pense que les violences gynécologiques, elles sont vraiment, même violences psychologiques tout court, elles sont vraiment arrivées au moment où il y a eu le manque d'information, le manque de consentement, Ouais. le, que ce soit autant à mon sujet que pour mon fils. Surtout, comme je te le disais au début, je ne suis pas une patiente chiante dans le sens où moi, accoucher dans les étriers parce que c'est plus pratique pour vous, bien sûr, il n'y a pas de souci. Péridurale, dose de cheval, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il faut faire ci. Moi, je faisais tout. Il Oui, fallait toi, faire. l'accouchement médicalisé, te faisait pas du tout peur et au contraire, c'est ce que tu voulais en fait. Donc, Et je pense que vraiment, les violences, en tout cas, moi, je les ai ressenties à ce moment-là, vraiment au moment où je me suis mise à pousser et qu'on a commencé à m'infantiliser, à mal me parler, à ne pas du coup m'encourager, mais totalement l'inverse, à me descendre. Le fait de me recoudre à vif, le fait d'avoir aucune information sur ce qui se passait dans la vie de mon enfant, en fait. Et je pense que cet accouchement a clairement joué sur le fait que j'ai mis du temps à tisser des liens avec mon enfant. Les 11 premiers jours de sa vie, je m'occupais de lui de manière mécanique. Je le ouais. câlinais, je le berçais, je le changeais, je lui faisais à manger.
Enfin, je le faisais, mais de manière mécanique et pas par amour. Le 11e jour, je me suis dit, ah si, je t'aime. Mais je pense que clairement, mon accouchement ne m'a clairement pas aidé à tisser des liens parce qu'il a été en néonate pendant 3 jours. Il a passé 2 jours pleins où on pouvait le voir quand on voulait. Une journée où il a pu, donc le mercredi, lundi, mardi en néonate, le mercredi, il a pu remonter avec nous de 14h à 20h en chambre, parce que nous, on était vraiment à l'hôtel du coup, hein. On Ouais. était en chambre en maternité et on n'avait pas d'enfant avec nous. Donc on pouvait descendre le voir. Le mercredi, ils lui ont donné une permission. J'ai l'impression que mon fils était en prison. Permission pour qu'il puisse passer l'après-midi avec nous. Donc c'est vraiment à ce moment-là que mes parents sont venus rencontrer le psy. C'était aussi très compliqué parce qu'on le faisait monter en chambre, mais il avait des perfusions, il était oxygéné. Enfin, c'était pas non plus la vision que tu as quand tu accouches, quoi. Ouais. Et finalement, il a passé sa dernière nuit en néonate du mercredi au jeudi et on nous a dit tous les examens sont revenus corrects, donc c'est bon, il peut remonter avec vous. Et en fait, à la base, le projet, c'était de nous faire sortir le jeudi parce que ça faisait plus 4-5 jours post-accouchement, donc ce qui est le temps normal en maternité. Ouais. Et moi, je leur ai dit, bah non. Enfin, moi, je suis la petite dernière. Le père de mon fils était le petit dernier de la fratrie aussi. On ne s'est jamais occupé d'enfants. Avant ça, on nous a même pas appris à changer une couche. On nous a pas appris à faire à manger. Enfin, tu sais, tous les basiques, quoi, quand tu deviens parent. Ouais. Parce que la néonate pensait que la maternité nous avait montré. La maternité pensait que la néonate nous avait montré. Mine de rien, Ouais. aucun de nous avait montré. Donc, on ne savait même pas changer une couche. Les premiers soins, les soins du cordon, les soins des yeux, du nez, enfin, les soins vitaux, quoi. Et donc, moi, je leur ai dit, mais il y a zéro monde où on rentre jeudi. Enfin, on vient de récupérer notre enfant. Il y a zéro monde où on rentre jeudi. Et finalement, on a réussi à gratter jusqu'au samedi midi. Et donc, on est rentré. Du coup, moi, j'ai été hospitalisée le samedi soir. J'ai accouché le dimanche soir et on est rentré le samedi midi à la maison. Ok. Et ça a été extrêmement traumatisant pour moi parce que quand j'ai sorti le petit, et ben, tu vois, j'ai peut-être une notion de temps. Quand je l'ai eu les quelques secondes sur moi, ça a juste été le temps que je regarde le père de mon fils et que je lui hurle dessus en me disant, il n'y en aura qu'un. Vraiment en mode la traumatisée. Et je pense que le temps où il a été sur moi, c'est vraiment juste le temps de cette phrase. Et pendant plusieurs années après ça, bon, après, je me suis séparée du père de mon fils, donc il y a d'autres raisons aussi qui font que j'ai pas envie de deuxième enfant pour le moment. Mais cet accouchement, ça a été vraiment pour moi un facteur du fait que je ne voulais pas de deuxième enfant. Ouais, oui, forcément. Parce que c'est. Alors, je sais que ce à quoi tu peux t'attendre ou tu peux espérer pour un accouchement, c'est pas forcément que ça se passe, comme ça que ça se passe. Donc, j'étais aussi réaliste que j'allais pas pouvoir ne pas avoir de douleur, ne pas avoir Ouais. de. Enfin, j'en étais consciente, mais il y avait. Là, c'était vraiment au-delà du pire que j'avais pu imaginer. Ouais. Et je pense que ne serait-ce que s'il n'y avait pas eu toutes ces violences psychologiques et qu'il y avait eu de l'encouragement, de la bienveillance au moment de la pousser et de me faire au coude, je l'aurais pas vécu pareil. Je pense qu'après coup, je me serais dit, ouais, putain, ça a été dur, mais on l'a fait. Là, Ouais. j'ai jamais pu me dire ça. Donc, ça a été compliqué. Et tu vois, à l'heure actuelle, mon fils a 4 ans et demi et maman n'est pas prête de refaire un deuxième enfant. Maman n'a pas la moitié pour faire un deuxième enfant, mais maman n'a pas du tout envie de faire un deuxième enfant pour plein de raisons, mais aussi encore pour l'accouchement. Ouais. Ouais, c'est vraiment, ça laisse vraiment des traces qui sont difficiles à enlever, quoi. Et bah, j'avais fait en sorte de récupérer mon dossier quelques mois après mon accouchement parce que ça me paraissait important, en sachant que, à mon avis, le dossier allait être classé sans suite pour la plainte. Parce que je me suis dit, bon, l'hôpital est bien armé, ils savent bien protéger leurs praticiens aussi, donc je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais ça me paraissait important de me dire si elle a été comme ça avec moi, à mon avis, elle a été comme ça avec d'autres gens aussi. Oui, Et oui, c'est c'est pas évident. juste qu'une femme ou qu'un homme même pourrisse un accouchement de cette manière-là. C'est pas juste. Ouais. L'accouchement, c'est censé être le plus beau jour de ta vie, même si on sait que c'est pas forcément évident. T'es pas censé avoir des mauvais souvenirs comme ça. Et finalement, j'ai payé 28 euros, je crois, pour récupérer mon dossier. 28 euros de frais de photocopie quand même. Ils se dosent bien au niveau de là. Et j'ai tout relu en détail. Il y a plein d'informations qui manquent, évidemment. Parce que tout ce qui est le fait d'être cousu à vif, les paroles qu'elle a eues, etc., le fait d'appuyer sur mon ventre, évidemment, Oui. ça, c'est pas noté sur le dossier. Pourtant, moi, je m'en souviens bien. Et finalement, après, j'ai jamais eu la force de le faire. Je sais que le délai n'est pas proscrit encore, donc je pourrais encore le faire. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai plus envie de me lancer là-dedans. Ouais. Par contre, ce qui est certain, c'est que je leur ai fait la plus mauvaise pub de la Terre et que chaque personne qui habite pas très loin de l'hôpital et qui doit accoucher là-bas, je leur dis par pitié, faites un peu plus de route, mais allez ailleurs. Ouais. Parce que là, moi, j'ai eu un problème avec cette gynéco-là, mais pendant que j'étais enceinte, j'ai eu un problème avec un autre gynéco qui, pareil, ne m'a pas respecté ni physiquement ni psychologiquement. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de praticiens, vraiment gynéco plus que sage-femme, parce que les sages-femmes étaient très gentilles.
Mais alors, les gynécos que j'ai rencontrés là-bas, c'était un enfer sur terre et je ne comprends même pas comment ils ont encore le droit de pratiquer. Oui. Et voilà, je Et suis c'est pas un allée au ensemble. Et je pense que Ok. j'ai plus la force d'aller au bout des démarches, mais je pense que j'aurais dû le faire. Ouais. En tout cas, ça t'aurait pas forcément aidé à guérir, donc Non, à non, je voir. pense que c'était plus le côté psychologique de me dire tu m'as pas respecté et je vais aller au bout du non-respect que tu m'as fait. Mais en fait, après, avec la vie de maman, et puis il y a eu le confinement, et il y a le Covid, Oui. et en fait, après, tu passes à. C'est pas que tu passes à autre chose, parce que j'oublierai jamais mon premier accouchement. Et je pense que pour le coup, quand j'étais enceinte de mon fils, je n'avais pas peur d'accoucher, que Mm. lorsque j'aurai une prochaine grossesse, j'aurais peur d'accoucher. Et oui, forcément. Là, je suis au stade où ça fait 4 ans et demi, donc cet accouchement-là ne m'empêchera plus d'avoir un deuxième enfant. Ce sera plus la raison qui fera que bah non, j'en veux pas de deuxième. Mm. Par contre, je pense sincèrement que c'est le truc qui me fera avoir peur de l'accouchement. Oui. Oui. Si tu vas plus appréhender ton accouchement que là, y aller en toute confiance, quoi. C'est ça, c'est le jeu. Ok. Oui, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Je pense vraiment que tu n'es pas la seule à vivre ce genre de choses et rien que savoir qu'on n'est pas seul, ça peut faire du bien. Donc, merci beaucoup de l'avoir partagé avec moi et avec tous ceux qui écouteront. Avec plaisir, c'est un peu une thérapie aussi, hein. Ouais, je pense que ça aide d'en parler aussi, de se sentir peut-être un peu plus écouté aussi en détail sur ce moment-là, parce que souvent l'accouchement, bah, on passe un peu, oui, bon, bah, t'as accouché, il va bien, bon, bah, c'est bon alors. Ouais. On oublie tout ce que tu as vécu après et on vient uniquement pour voir le bébé, alors qu'en fait, c'est quand même assez traumatisant. Mais même, je pense, pour un accouchement qui se passe bien, des fois, les mamans, elles sont quand même, une fois qu'elles ont sorti le bébé, elles sont plus chouchoutées. Et il y a vraiment ce truc de, allez, maintenant on veut le bébé, toi, on s'en fout. Alors que C'est vraiment, ça. c'est important le postpartum d'être accompagné. On a passé 9 mois à se soucier que de toi et d'un coup d'un seul, et ben, on se soucie que de l'enfant. Et t'es en mode, bon, bah moi, ça va pas être trop, mais bon. Ça va pas trop. La chute d'hormones est pas évidente. Les douleurs, c'est pas évident. Mais tranquille, ça va, hein, coucou. Mais il est beau, hein, ouais, c'est vrai que. Merci beaucoup à toi et puis je te souhaite plein de courage pour la suite et je te souhaite de réussir à passer le cap quand même, de passer à autre chose, même si c'est pas facile du tout. Et bah, merci beaucoup. Puis merci beaucoup à toi, surtout pour ton temps et ton écoute, hein. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.